Salut à tous et bienvenue dans ce nouvel échange. Alors aujourd'hui, j'accueille Margot qui est coach kiné et athlète de force et avec elle, on va parler un peu de tout ce qui est blessures, quelles sont les blessures qu'elle rencontre le plus souvent avec ses athlètes en force, qu'est-ce qu'elle met en place au niveau prophylaxie, etc., etc. Donc Margot, je suis ravie de t'accueillir, je te laisse te présenter et puis on pourra parler de tout ça après. Et ben écoute, déjà, merci de m'avoir proposé de participer à cet échange. Ça me touche beaucoup. Et sinon, bah, moi, je suis Margot. Je suis kinésithérapeute de formation à la base. Je suis diplômée en 2022. Et en fait, suite à mon diplôme, comme je partageais déjà beaucoup mon histoire d'athlète sur les réseaux, j'ai eu de plus en plus de demandes par rapport à des blessures, etc. Du coup, en fait, j'ai tout naturellement mis en place mes coachings réhab enfin, par rapport à la force, simplement parce que, en fait, je me suis rendu compte que la force, c'est quand même un sport qui est assez particulier, qui a des contraintes vraiment particulières, et que la plupart des athlètes en force athlétique ne trouvaient pas, comment dire, chaussures à leurs pieds avec des professionnels de santé. Et donc, ben, j'ai tout naturellement commencé à donner des conseils, etc. Et puis finalement, ça a débordé en coaching. Et donc voilà, maintenant, je switch sur ces trois casquettes-là. Donc, athlète en force athlétique, en moins de 76 kilos open. Là, je vais commencer ma prépa pour les championnats de France Open qui sont en fin septembre 2023, du coup. Et du coup, bah, j'ai une casquette qui est kinésithérapeute du sport où j'exerce dans un cabinet en libéral. Et bah, les coachings, un tiers du temps, je dirais. Voilà. Et bah, ça te fait un emploi du temps bien rempli. Oui. Alors, du coup, pour rentrer un peu dans le vif du sujet, toi, vu que tu as plusieurs casquettes et sur le milieu pro, tu es coach et kiné, donc tu fais des réhab. C'est quoi les blessures, les douleurs ou les limitations, entre guillemets, que tu rencontres le plus souvent avec tes athlètes sur les mouvements de force? En fait, si tu devais donner un mouvement, une problématique qui revient souvent, tu donnerais quoi? Euh, je dirais qu'il n'y a pas forcément... Enfin, si, il y a un mouvement, une problématique qui ressort beaucoup. Je mettrais le squat et le squat et le deadlift dans le même panier où là, il y a beaucoup des douleurs de dos, je dirais. Et au squat, je rajouterais douleurs de hanche. Et au développé couché, je dirais épaule, principalement. Après, on- la plupart des blessures sont pas forcément des blessures avec des lésions ou des traumatismes ou des choses comme ça. À contrario de tout ce qui est genre de tous les autres sports finalement, comme foot, rugby ou des choses comme ça, ou même d'autres sports individuels. On n'a pas trop ça en force athlétique. Et c'est aussi pour ça que quand tu regardes dans les études, finalement, on voit beaucoup que bah, la force athlétique ou la musculation en général, c'est pas des sports avec beaucoup de blessures. Et là, je mets blessures entre guillemets, parce qu'en fait, ça va dépendre de la définition que tu donnes à blessure. Et dans la plupart des études, c'est des trucs avec des traumatismes, des lésions ou qui t'obligent à arrêter ton sport pendant un certain temps. Et finalement, en force athlétique, on n'a pas tant ça. On a beaucoup ce que je considérerais comme des douleurs, qui fait que tu es obligé d'aménager l'entraînement, mais tu peux quand même continuer à t'entraîner. Et finalement, c'est pour ça que on retrouve qu'il y a peu de blessures en force athlétique, mais en vrai, il y en a quand même beaucoup. Il y a beaucoup de personnes qui deal avec des douleurs ou bah, des blessures en général, parce que ça reste une blessure. Ok, ok, ouais, je vois. En fait, il y a pas, ce que tu es en train de nous dire, c'est qu'il n'y a pas genre une pathologie courante qui revient, genre il n'y a pas une tendance au LCA. C'est plutôt des douleurs sans grosses lésions qui vont se mettre en place, quoi. Genre j'ai toujours des douleurs un peu au niveau du dos, au niveau de la hanche, je sais pas trop pourquoi, c'est pas un gros truc, c'est des trucs qui me gênent, qui sont limitants, c'est ça que tu nous dis. Ouais, ouais, c'est ça. C'est des trucs qui sont plus ou moins limitants. Il y a rarement de grosses lésions ou des choses comme ça.
Mais c'est des choses qui peuvent vraiment te limiter et t'empêcher de faire du deadlift ou des choses comme ça, tu vois. Mais pour autant, il y a pas de lésion à proprement parler, ce qui fait qu'en fait, certains rentrent dans une sorte d'errance thérapeutique où en fait, ils sont là, bah en fait, j'ai mal, je suis allée voir des kinés, mais en fait, ils n'ont pas trouvé solution à mon problème, sauf qu'en fait, la plupart des kinés sont pas alertes à ce genre de sport et sont pas alertes aux contraintes. Ce qui fait que les réhab qui sont menées, elles sont beaucoup trop légères par rapport à la contrainte menée par le sport. Et donc, du coup, tu crées pas assez d'adaptation et en fait, c'est le serpent qui se mord la queue. Ouais, super intéressant. Et du coup, de quoi ça... Enfin, c'est une question qui veut tout et rien dire, mais les douleurs que tu vas rencontrer le plus, tu vois, sur le bench, tu nous as dit plutôt épaules. Bien sûr, tu as des athlètes qui peuvent avoir mal ailleurs, mais ce qui revient le plus, c'est épaules. Au niveau du squat et du terre, ça va être, par exemple, dos, comme tu nous as dit. Moi aussi, avec les athlètes que je suis, je vois beaucoup, beaucoup de douleurs au niveau du dos. Et de quoi ça vient? Est-ce que si tu avais une tendance est-ce que tu pourrais donner une tendance, genre est-ce que souvent ces douleurs, elles viennent d'une technique qui est trop négligée? Est-ce que ça vient d'un non-respect de la prog et les gens font toujours du hors-prog, donc les contraintes, elles sont beaucoup trop hautes par rapport aux capacités de leur corps? Est-ce que c'est un manque d'exposition aux variabilités? Enfin voilà, est-ce que tu aurais une tendance à donner ou ça diffère vraiment sur tous les athlètes? Hum, Moi, je dirais qu'il y a deux grosses tendances. Euh, Il y a une tendance par rapport aux athlètes qui sont débutants, où là, à mon sens, il y a soit une technique qui n'est pas assez bien mise en place, mais ça, après, c'est le jeu de je débute, et donc, du coup, je suis obligée de mettre en place ma technique. Et forcément, quand tu expérimentes des trucs ou que tu mets en place des techniques, ben, genre, c'est comme quand tu apprends à faire un truc, forcément, il y a des trucs que tu fais pas bien. Donc, tu t'exposes potentiellement à plus de blessures. Il y a ça. Il y a le fait que beaucoup de débutants euh, vont s'exposer à trop de contraintes trop vite pour moi. Que ce soit trop de volume, trop d'intensité, ou ils veulent faire simplement les choses trop vite parce que, en fait, on m'a dit que j'ai un potentiel dans la force, donc du coup, je veux m'y mettre à fond et donc du coup, en fait, je grille les étapes. Ça ressort beaucoup. Et sinon, dans les athlètes les plus expérimentés, je pense que c'est beaucoup plus compliqué que ça et que c'est vraiment un équilibre qui est assez précaire. De toute façon, je pense que tu le sais, mais un équilibre précaire entre la contrainte et la récupération. Et plus tu montes à haut niveau, plus en fait, pour progresser, tu vas chercher cette limite-là et donc du coup, plus potentiellement tu t'exposes à des risques. Je pense que Ok. c'est ça qu'autre chose. Je sais pas toi ce que tu en ressors, mais j'ai l'impression que de mon côté, c'est plus ça. Ok, bah alors pour te répondre, déjà je voudrais rebondir sur ce que tu as dit par rapport au fait que, je sais plus comment tu l'as dit, mais en gros il y a des athlètes qui mettent beaucoup trop de contraintes par rapport à ce qu'ils peuvent encaisser, ils vont beaucoup trop haut dans l'intensité, etc. Et ça fait qu'ils se blessent. Et je trouve que c'est un truc aujourd'hui, la FA, enfin les sports de force, ça commence à se démocratiser plus, et c'est trop bien. Mais par contre, il y a beaucoup d'athlètes enfin de nouveaux athlètes débutants, tu vois, qui sont là, ils touchent un peu au bar et tout, ils voient que c'est cool. Et en fait, ils suivent pas vraiment de prog, ils font pas vraiment les trucs hyper bien. Et comme ils voient qu'il y a un athlète qui a un deadlift à 300, eux, ils ont un petit air à 150 pour débuter, tu vois. Ils vont se dire non, mais je vais pouvoir aller faire plus et tout. Et ils vont chercher les max à chaque séance. C'est un peu, je trouve que avec Insta, en plus, c'est un peu la course à celui qui postera la plus grosse barre et tout. Et ça, c'est un vrai problème. Enfin, en tout cas, je le vois. Les athlètes qui suivent pas un truc carré, tu vois, quand tu débutes, ben, des fois, tu tâtonnes un peu à droite, à gauche et tout, mais il y en a beaucoup qui grillent plein d'étapes, surtout quand ils débutent, ils sont là à vouloir faire la meilleure barre, sauf que ils comprennent pas que ben, faut du temps. T'arrives pas à un terre à 300 kilos en 2 mois de pratique, quoi. Bah, c'est clair qu'avec les réseaux, en fait, il y a vraiment cette course à la perf. Et en fait, je trouve que de manière générale, même nous, tu vois, même nous, on a tendance à s'y perdre et on a tendance à croire que, en fait, notre chapitre 1 ou notre chapitre 3 c'est le chapitre 15 de quelqu'un, tu vois. Bah, en fait, non, c'est pas ça. On mène chacun notre barque et on progresse chacun notre rythme. Et on a vraiment tendance à s'y perdre parce qu'en plus de ça, sur les réseaux, chacun poste ce qu'il veut, tu vois. Et même moi, même si j'essaye d'être le plus transparente possible sur tout ça,
bah forcément, il y a des phases où j'ai pas hyper envie de poster le fait que j'ai passé une mauvaise séance et que ça s'est mal passé. Et forcément, c'est biaisé, tu vois. Forcément, c'est biaisé. Et en fait, les gens croient que en fait, tout ce qu'on poste sur les réseaux, c'est toute notre vie. Mais en fait, c'est pas le cas. Clairement, c'est pas le cas. Et il faut vraiment que tout le monde arrive à prendre du recul sur ça, mais c'est hyper difficile. C'est hyper difficile de prendre du recul parce qu'en fait, on est sur nos téléphones tout le temps. Donc forcément, bah, ça nous monte à la tête, quoi. Mais, euh, mais pour revenir sur le sujet initial où tu disais que les gens grillaient des étapes, bah forcément, ça se paye. Ça se paye. Ouais, c'est ça. Et du coup, pour te répondre, ça va faire le parallèle avec ce qu'on disait sur ce que moi je vois le plus sur tout ce qui va être blessure. Moi, ce que je vois le plus, bah, de toute façon, je rejoins tout ce que tu as dit. Mais globalement, c'est... Alors moi, je travaille, j'utilise beaucoup la neuro dans mes suivis réhab, tout ce qui est neuro fonctionnel, la posture et tout. J'utilise pas que ça, mais c'est un outil que j'utilise. Et ce que je vois quand les athlètes viennent me voir, c'est qu'ils sont tout le temps, en fait, tu vois, tu as leur système nerveux, bah, ils sont tout le temps trop hauts, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Ils se mettent des caisses à l'entraînement, tu vois, je travaille avec des athlètes de force, de strong et tout, donc c'est pas des petits trainings, c'est pas un training qui va durer une demi-heure, tu vois. Ils se mettent des caisses tout le temps à l'entraînement, au niveau du volume, de l'intensité, etc. Donc les contraintes, elles sont énormes. Et en plus, dans leur vie, c'est des athlètes qui sont qui subissent énormément de contraintes aussi. Leur système nerveux il est toujours en alerte parce que le vestibulaire il marche pas bien, parce que le système visuel il marche pas bien, le pied il marche pas bien. Du coup, la récup peut pas bien se faire, etc., etc. En plus, si tu comptes qu'ils sont stressés par leur travail, par leurs gamins, par leur famille, etc., leur système nerveux en fait il est toujours haut, 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 il récupère jamais. Et à un moment donné, bah le système nerveux il se crache quoi. Ça, c'est ce que je vois le plus. Et au niveau du structurel, surtout ce qui est douleur de dos, moi, en tout cas, ce qui revient beaucoup, beaucoup, je travaille beaucoup avec les bases, tu vois, tout ce qui est les réflexes archaïques, la respiration, c'est vraiment la base de plein de trucs. Je pense qu'il ne faut pas forcément aller chercher très compliqué quand tu fais de la réhab. Je pense que l'exo le plus compliqué du monde, avec 10 000 élastiques, 10 000 positions cheloues, c'est peut-être pas le plus efficace. Et l'exo le plus Instagrammable au monde, c'est peut-être pas le plus efficace, mais ce que je vois beaucoup sur les douleurs de dos, c'est que très souvent, il y a des problèmes de management de pression. Bon, je ne vais pas rentrer dans les détails ici, mais entre le diaphragme thoracique et le diaphragme pelvien, déjà, quand je parle de plancher pelvien à des mecs, des fois, ils ne savent pas qu'ils ont un périnée, qu'ils ont un plancher pelvien. Ils sont là, ah bon, je là, bah, oui, il faudrait s'en occuper aussi. Et les douleurs de dos, des fois, ils vont chercher à faire plein d'exos au niveau du dos, etc., ce qui est une bonne intention de premier abord, mais ça ne va pas aller mieux parce que c'est lié à tout ce management de pression qui est mal fait. Et forcément, si déjà de base dans ta vie, tu es hyper stressé, machin, machin, toujours très, très haut, bah, tu vois, ça va influer et tu vas pas pouvoir avoir une bonne pression, un bon management entre ton diaphragme thoracique, pelvien, machin, machin. Donc, sur les douleurs de dos, en tout cas, c'est ce que je rencontre le plus des gros problèmes de respiration, des athlètes qui ne savent pas du tout avoir un bracing efficace. Déjà, dans la vie en général, ils ont une respiration complètement dysfonctionnelle. Et ça, c'est un gros problème. Et pourtant, tu vois, c'est un truc de base. On ne pense pas de suite à douleur de dos, respiration. Je ne dis pas que c'est que ça, et je ne travaille pas que avec ça, mais souvent, il y a la respiration qui rentre dans l'équation des douleurs, des problématiques. Et si on s'en occupe pas, parce que la respi, c'est la base, le jour où tu ne respires plus, c'est que tu es mort. Donc, c'est quand même important de la prendre en compte, tu vois. Et si tu ne la prends pas en compte, ta réhab, elle ne pourra pas être efficace à 100% si tu as une problématique de respiration. Donc, c'est un truc que je retrouve beaucoup. Mais tu sais que cette histoire de pricing, de gestion des pressions, je le bosse avec tous mes athlètes. Mais Mm. genre, pas parce que je veux le bosser avec tous mes athlètes, mais juste parce que, en fait, tous mes athlètes qui viennent avec des problèmes de dos ou alors des problèmes de hanche, je me retrouve à bosser le pressing parce qu'en fait, quand je leur dis, quand ils viennent me voir, qu'ils remplissent le formulaire, on en discute, machin et tout, et qu'ils me disent, oui, j'ai mal au dos, ou j'ai mal à la hanche, ou j'ai mal à l'ischio, ah, j'ai même, même par rapport à l'ischio et tout. Mais en fait, il y a des il y a des gros, gros, gros problèmes de gestion de bracing. Les athlètes actuellement n'apprennent pas à brace correctement, ce qui fait que forcément, si tu gères pas ton dressing, mais en fait, tu gères pas la transmission des forces et forcément, ça se perd et le reste,
prend en charge des contraintes qu'il ne devrait pas encaisser. Et ça, même sur des athlètes de haut niveau. Et je me dis, enfin, genre, enfin, ça me met hors de moi parce que je me dis, mais en fait, il fait quoi le coach ici? Enfin, euh, si j'ai aucun souci à apprendre à brace aux gens, franchement, c'est avec grand plaisir. Mais c'est quand même le rôle du coach à la base de t'apprendre à lifter correctement. Mais Enfin, en fait, il y a plein de gens qui se rendent pas compte. Mais alors, et quand on parle de coach, il y a des coachs et il y a des coachs, il y a les vrais coachs et tu as allez, ça marche sur des débats, on va se faire Et, striker. et en fait, tu as plein de petits coachs, on va dire, tu vois. Tu as plein de coachs qui pensent qui sont pas vraiment coachs, quoi, qui pensent que faire un squat, c'est juste faire une flexion-extension et ça s'arrête là. Sauf que toutes les intentions derrière, le quadripode, le bracing, la tension que tu vas mettre au niveau du haut du corps, etc., tout ça, ben, ça se voit peut-être pas visuellement à l'œil nu quand tu regardes comme ça de premier abord un athlète qui fait un squat. Ce coup, c'est hyper important. Et c'est la grosse diff entre tu fais un circuit training au poids du corps avec Michel, 41 ans, qui veut se remettre un peu en forme. Tu vas pas forcément commencer à parler de torque, de bracing, de machin, machin, tu vois. Mais par contre, un athlète, si tous ces points-là, ils sont pas OK, ben, le mouvement, il sera pas OK non plus. Et c'est la grosse diff entre un squat au poids du corps vite fait sur un circuit training et un squat, même barre à vide, tu vois, ou avec une charge légère, mais d'un athlète qui fait de la FA, tu vois. Forcément, si tu n'as pas toute cette intention technique, bah, ton mouvement, il va pas aller. Et c'est pour ça que, comme tu dis, il y a des athlètes, en fait, qui... Le bracing, on n'en parle pas parce que c'est pas un truc qui va se voir quand tu t'y connais pas trop. Tu te dis pas, ah ouais, faut faire ça, machin, avec la respiration. Et le bracing, c'est hyper complexe et c'est pas juste, hop, je me mets en apnée, tu vois. Il y a tout un mécanisme derrière et quand tu connais pas, bah, forcément, tu ne l'enseignes pas et malheureusement, il y a plein de petits coachs, on va dire, tu vois, qui n'ont pas cette connaissance-là et ça fait un truc qui est complètement délaissé en mode, ah, vas-y, tu te mets en apnée ou t'inspires quand tu descends, tu souffles quand tu remontes, enfin, c'est des trucs hyper dépassés, tu vois. Mais après, même de manière générale, en réhab, quand tu fais face à des kinés qui sont pas alertes à ça, et qu'en fait, tu as un athlète, il arrive, il te dit, j'ai mal quand je fais du squat ou j'ai mal quand je fais du soulevé de terre, mais j'ai mal que à ce moment-là et jamais dans ma vie quotidienne ou dans le reste des mouvements de tout ce que je fais, bah forcément, je peux comprendre que les gars, ils soient là en mode, bah je sais pas en fait, parce qu'ils sont tellement pas alertes à ce genre de mouvement technique que, que forcément, bah ça matche pas, tu vois. Après, moi je m'y connais bien en FA parce que c'est mon sport et c'est ce que je pratique. Il y a un gars, il vient me voir pour faire du golf. Je sais très bien que je vais être une quiche. Je vais essayer de l'aider, je vais essayer d'analyser son mouvement le plus possible, mais forcément, il va falloir que je m'appuie sur ses connaissances à lui, de son mouvement, pour pouvoir l'aider de manière beaucoup plus précise. Et finalement, si jamais il y a des kinés qui nous écoutent, aidez-vous de vos athlètes. Aidez-vous de leurs connaissances, aidez-vous de ce qu'ils savent de leur sport pour pouvoir vous l'analyser avec vos connaissances anatomiques et pratiques. Parce que la plupart des gens, enfin, la plupart des athlètes connaissent beaucoup mieux leur sport que vous. Et c'est comme ça que vous pouvez mieux les aider. Il n'y a pas de je suis kiné, je connais tout et c'est le petit athlète qui connaît rien. Non, l'athlète, il connaît 1000 fois plus votre sport enfin, son sport que vous. Donc en fait, laissez-le vous apprendre des trucs et si lui vous apprend des trucs sur son sport, si ça se trouve, il va vous en apprendre beaucoup plus. Et lorsque vous ferez face à un autre athlète de ce sport ou d'un sport similaire, et ben vous serez encore plus à même à l'aider. Enfin, moi, je sais que c'est comme ça que je fonctionne et ça m'a beaucoup aidé, tu vois. Enfin, là, actuellement, je sais pas, il y a 4 mois, 5 mois, au Cap, j'ai reçu un gars qui faisait, enfin, qui fait toujours du cheerleading. Tu sais, c'est genre le truc de pom-pom girl aux US. Alors, vraiment, quand il m'a dit qu'il faisait du cheer, j'étais refaite. C'est là, genre, waouh, c'est trop stylé. Mais à la fois, j'étais un peu perdue parce que je connaissais pas trop ce sport-là, tu vois. Et bah, du coup, j'en ai grave discuté avec lui, je me suis renseignée sur les contraintes, etc., etc. Et j'ai pu l'aider, et maintenant il va très bien, et il est reparti faire son sport. Et là, il y a
6 semaines, j'ai un nouveau gars qui vient me voir et qui me dit, bah, je fais du tir et tout. Et donc, du coup, bah, j'ai pu mettre en lien bah, tout ce que j'ai appris avec ce nouveau sport. Et donc, du coup, j'ai pu l'aider de manière beaucoup plus efficace et beaucoup plus précise. Mais ça se fait que si, bah, en fait, tu te renseignes sur les sports et tu prends l'expérience, en fait, de tes patients. Mais ça, c'est super intéressant ce que tu dis et je te rejoins mille fois. Moi, tu vois, je suis des athlètes principalement qui font de la force, FA, Strong, parce que c'est des sports que j'ai pratiqués, que je pratique encore un petit peu. Je fais plus de compète, mais voilà, c'est des sports que je connais bien, tu vois. Mais j'ai pas du tout envie d'analyser les contraintes, la bioméca du mouvement d'un footballeur, par exemple. Et donc, je ne suivrai jamais un footballeur en réhab parce que c'est pas mon sport et j'ai pas envie d'analyser le truc. Et voilà. Et je trouve ça trop cool que tu fasses passer ce message de analyser les sports de vos clients quand vous êtes kiné, tu vois, renseignez-vous sur la contrainte, etc., parce que c'est vrai que tu as plein de kinés j'ai l'impression il y a plein de professionnels et tout qui sont pas à jour, lol, et qui en fait vont suivre tu sais, une méthode toute faite déjà, ah, bah, douleur de genou égale on fait ça, sauf que non, si tu as un athlète qui fait un tel sport avec une contrainte X et que tu ne le prends pas en compte, ben, ton athlète, il ira jamais mieux. Donc ça, c'est un message trop cool que tu fais passer et j'adhère mille fois sur ce truc de connaître la contrainte du sport, etc., avant de suivre une personne sur cette problématique-là. C'est vraiment trop cool. Après, Et tu vois, là, je mets une petite nuance. En coaching à proprement parler, je suis que des athlètes en FA, muscu, street, haltéro, parce que c'est des sports sur lesquels je suis alerte et je connais très bien ce sport et que je sais le gérer en distanciel. Par contre, je connais moins bien les autres sports, donc je ne le prends pas en coaching. Par contre, bah, au CAB, je trie pas les patients qui viennent me voir. Par rapport à leur sport ou des choses comme ça. Donc forcément, ben, il faut que j'apprenne, il faut que je me forme. Et donc du coup, ben, c'est ce que je fais. Mais en coaching, je prends que des gens de la force. Mais dans tous les cas, c'est trop cool parce que déjà, en plus, t'es kiné, enfin, t'es diplômé kiné, machin, machin. Donc, c'est normal que enfin, tu pourrais peut-être cibler une clientèle précise. Après, je sais pas si tu travaillerais beaucoup, beaucoup, beaucoup. Surtout avec, enfin, je sais pas comment tu travailles en kiné, mais la rémunération, pour le moment, elle est pas ultra folle, quoi. Et après, bah, forcément, tu prends du monde. Mais tu le prends intelligemment, c'est-à-dire que tu cherche à connaître les contraintes qu'il y a derrière le sport de la personne, etc., etc. C'est trop cool. Et je pense que si jamais tu vois que ton travail, au bout de 3 mois, il avance pas, voire il régresse, tu vas pas te dire, allez, on continue. Enfin, je pense pas que tu... Non, ça n'a aucun sens. Ça n'a clairement aucun sens. Mais tu sais, en vrai, il y a plein de patients que j'ai renvoyés comme ça parce que ça n'avançait pas. Et parce qu'en fait, finalement, il y a des fois, on t'envoie des patients, enfin, il y a des fois, les médecins t'envoient des patients en se disant, je sais pas trop quoi faire, je sais pas ce que c'est, on va aller faire de la kiné. Et donc, du coup, toi, tu te retrouves avec un patient avec des douleurs, tu sais pas d'où ça sort, et tu te dis, bon, on va tester des trucs, on va faire un bilan, on va voir ce que ça donne. En fonction, on va mettre en place des trucs. Mais des fois, ça marche pas, et des fois, en fait, c'est pas de ton ressort, donc en fait, tu es obligé de renvoyer, et tu renvoies, et c'est OK. Et des fois, en fait, c'est juste ben, le fait que ça ne matche pas aussi. Tu vois, moi, je sais que Alors, c'est très bizarre de dire ça comme ça, et en plus dans un podcast. Mais euh, je n'arrive pas à travailler avec des gens avec qui ça ne matche pas. Ce qui fait que, des fois, quand je reçois des patients en consulte, on fait la première consulte, etc. Et des fois, la vibe colle pas. J'ai beau essayer d'accrocher le patient et de l'amener vers ce vers quoi je veux, euh, mais ça ne matche pas, ça colle pas, et c'est OK. Et en fait, finalement, ben, les patients finissent par partir d'eux-mêmes parce qu'ils sentent très bien qu'il y a un truc qui colle pas et que ça va pas le faire. Et ce qui fait que, mais en fait, au CAB, je prends énormément de plaisir à soigner mes patients, même si c'est pas des sports que je fais ou que je connais très très bien. Mais parce qu'en fait, c'est des personnes avec qui humainement ça match, et donc du coup, en fait, on s'apporte beaucoup mutuellement. Et moi, je tiens beaucoup, beaucoup, beaucoup à ça. C'est que j'ai besoin d'un échange avec mon patient, et je suis pas du tout dans mon patient, il arrive, je lui dis ce qu'il faut faire, et c'est moi le kiné tout puissant, et ciao, bye bye, et
je le mets sur du chaud, des électrodes et ciao. Je suis pas du tout là-dedans. Et ce qui fait que chaque séance, c'est vraiment humainement très intéressant et j'en ressors à chaque fois vraiment grandi parce qu'on a beaucoup d'échanges sur que ce soit leur sport, leur vie, leurs contraintes, etc. Et euh, ça apporte beaucoup dans la rééducation. De manière générale, je trouve que les kinés sont pas assez, enfin, les kinés ou les coachs ou les professionnels de santé ne vont pas assez chercher ça, ne vont pas assez chercher l'humain, parce qu'en fait, ça aide beaucoup. Ça aide énormément. Et ça m'est arrivé une fois, je me souviens, j'étais pas encore diplômée, j'étais en stage, et on avait une patiente qui arrivait, et elle arrive avec une tête 3 pieds de long, et en fait, elle nous dit, j'ai hyper mal, ça va moins bien, machin. Et c'est à ce moment-là où en fait on commence à discuter et en fait elle nous dit que enfin, on savait qu'elle était pompier volontaire et tout et en fait elle s'est retrouvée la veille au soir dans une intervention où elle ne devait pas y être parce que c'était un très très gros accident et normalement les pompiers volontaires ils vont pas sur ce genre de d'accident et en fait elle s'est retrouvée dans un accident avec 4 jeunes, accident de voiture, un truc gore à souhait et en fait c'était des jeunes qui étaient dans une même soirée que ses enfants à elle et donc en fait comment te dire que forcément le jour d'après quand elle vient en séance elle n'était pas hyper chaud pour faire des trucs de fou, tu vois. Mais ça, bah en fait, tu peux pas le savoir si t'as pas du relationnel avec son patient et si ton patient a pas assez confiance en toi pour t'en parler. Parce que si c'est pas le cas, et ben en fait, tu vas juste arriver, ton patient, il va être au bout de sa vie, il va avoir mal pour un rien, et en fait, il va rien vouloir faire, et toi, tu vas pas comprendre pourquoi. Et c'est comme ça qu'on n'avance pas. Donc, l'humain et le relationnel, s'il vous plaît. Ah ouais, mais de toute façon, c'est hyper intéressant ce que tu dis et c'est pas du tout chelou que tu dis ça dans un podcast quand tu dis que des fois ça matche pas et que du coup tu travailles pas avec les personnes. Mais parce que tu vois, en neuro, on dit qu'on a tous une fréquence et enfin, c'est vrai, on a vraiment tous une fréquence, on est tous des systèmes nerveux différents. Des fois ça matche avec une personne, ça matche pas et c'est normal. Et l'émotionnel, si tu travailles avec une personne avec qui ça matche pas, émotionnellement, ça va pas le faire. Et il y a pas très longtemps, j'ai fait une vidéo, je sais pas si tu l'as regardée sur YouTube là où j'échange avec Adrien sur le lien entre l'émotionnel, tout ce qui est postural, les douleurs, les blessures et l'émotionnel, ça joue de ouf. Donc clairement, oui, c'est vrai que quand tu es kiné, le relationnel, si tu l'as pas, tu vas pas pouvoir checker comment ton client il se sent, etc. Et bah, tu es mieux placé que moi pour le savoir parce que moi, je suis pas kiné. Mais c'est vrai que étant plus jeune, je suis allée plusieurs fois chez le kiné. C'est vrai que souvent, c'était un peu allez, viens, hop, je te mets dans un coin et on cherche pas à savoir ce que tu as. Et puis tu ressors de là, tu c'est pas vraiment ce que tu as fait, c'est pas vraiment si ça va mieux. Et c'est vrai qu'un jour, j'ai eu un kiné avec qui j'avais beaucoup parlé, il m'a posé des questions, c'était très là, tu te sens comment sur cet exercice? Rien que quand j'arrivais pour le voir, il me disait ça va, t'as passé un week-end cool, enfin tu vois, c'est des trucs, tu peux te dire ah, c'est chiant, mais en fait, non, il prend un peu la température de comment tu vas, de ce qui se passe, et ça va conditionner le travail que tu vas faire derrière avec ton client. Et c'est trop cool que tu en parles parce que je pense, encore une fois, tu es mieux placé que moi pour le savoir, mais je pense que chez les kinés, c'est encore un peu le modèle un peu expéditif. Tu vois, je te mets dans un coin et tu fais les trucs de ton côté. C'est comme ça ou ça change un peu avec le temps? Bah, ça change un peu avec le temps. Le problème, c'est que mais en fait, on est dans un système où moins bien tu fais ton travail, mieux tu es payé. Donc Ouais. Oui. en fait, comme on est payé à l'acte, plus tu prends de patients, plus tu es payé, mais donc du coup, moins bien tu fais ton travail. En gros, c'est à peu près ce qui se passe. Donc forcément, il y a plein de kinés qui ben, veulent gagner plus. Ça se comprend, hein. On veut tous gagner sa vie, mais ben, du coup, en fait, tu en délaisses ton travail et la qualité de ton travail et la qualité de tes prises en charge. Donc forcément, ben, il y a une bonne partie des kinés qui sont dans ce système-là et j'ai la chance de travailler avec des collègues kinés avec qui ça match de ouf et avec qui on s'entend hyper bien et on est vraiment dans la même vibe, on veut vraiment travailler de la même manière. Donc on n'est pas du tout là-dedans et c'est vraiment très très cool. Il y a pas de problème là-dessus. Et c'est extrêmement satisfaisant de pouvoir travailler avec des gens qui ont la même mentalité parce que quand je vois qu'il y a des patients qui arrivent
et ils me disent, j'ai fait 3 kinés avant, 3 kinés qui m'ont posé sur un truc, ils m'ont mis des électrodes, ils se sont barrés. C'est fatigant. Clairement, c'est fatigant. Ok. Après, moi, perso, tu vois, je pourrais, enfin, pour ma conscience personnelle, je ne pourrais pas faire ça. Et du coup, toi, Enfin, là, on dévie complètement du sujet, c'est un Pas truc de grave. ouf. Petite question, du coup, est-ce que tu as des suivis aussi, parce que tu es payé selon le modèle kiné, mais est-ce que tu as des suivis aussi perso? Tu vois, par exemple, moi, j'ai des suivis réels qui comprennent un bilan neuro, machin, machin. J'ai pas de suivi en tout cas, par exemple, un premier mois, ça va pas être en dessous de 200 euros, tu vois, le premier mois. Est-ce que tu as des suivis perso comme ça, ou pour le moment, sur tes réhab, tu fonctionnes que au cabinet? Non, alors en gros, je travaille entre 35 et 38 heures au cabinet. Je suis désolée, il y a les avions qui passent. Je travaille entre 35 et 38 heures au cabinet sur 4 jours. Donc là, je suis purement dans un format libéral classique payé par la Sécu et les mutuelles. Et ensuite, j'ai un autre format, donc tout ce qui est coaching réhab et coaching progrès performance que je promouvois principalement sur les réseaux, où là, on est purement sur du coaching où on me paye de manière mensuelle, bah, un peu comme toi finalement. Ok, ok. J'ai vraiment ces deux versants-là. Ok, ça marche. Du coup, on va juste revenir au sujet parce que Ouais, sinon, pas de on souci. parler de physiothérapie et tout, c'est super intéressant. Mais alors, du coup, on parlait des douleurs qui revenaient, machin, le problème de respiration qui était souvent là, management dépression et tout. Et toi, est-ce que tu as une vision un peu prophylactique sur tout ça? Est-ce que tu penses qu'on peut prévenir le risque de blessure? Euh, et si oui, comment ça se manifeste sur tes planifs, sur tes progs? Enfin, qu'est-ce que tu mets en place si tu as une vision prophylactique des blessures? Alors, te dire que j'ai pas une vision prophylactique, ce serait mentir. Par contre, ça n'intéresse personne. Tout à Les fait gens d'accord. s'en contre-foutent de prévenir les blessures. Genre, c'est c'est comme quand tu fais euh, des posts sur la prévention des blessures sur Insta. Et ça marche pas, ça fait des gros flops. Mais en fait, ça reflète beaucoup ça, c'est qu'en fait, les gens s'en foutent un peu parce qu'en fait, ils ne voient pas l'effet immédiat de la chose. Donc en fait, dire à mes patients ou à mes coachés, on fait ça pour prévenir tes blessures, non, je ne le fais jamais. Je le tourne d'une manière différente. Euh, je joue sur plusieurs aspects et mes principaux leviers vont être forcément la gestion de l'entraînement, parce que ça, c'est la base de la base. Gestion, intensité, volume. Et j'ai un athlète qui est très, très sensible à ça, qui vient me voir de base parce que il a un dos, il a 21 ans, on dirait qu'il a un dos de 85 ans. Voilà. Avec hernie, bombement, discopathie, tout ce que tu veux, hein. Et c'est quelqu'un, je l'ai vraiment aidé à venir performer en FA. Et, et c'est très, très caractéristique chez lui parce qu'en fait, si on met une série de trop, que ce soit au squat ou au soulevé de terre, il flambe et ça part en crise. Il peut passer de zéro douleur à je peux plus marcher en une série de trop. Donc c'est en ça que je trouve que c'est hyper important de vraiment gérer les athlètes, que ce soit en réhab ou que ce soit en perte de manière générale. Euh, la programmation a un impact très important sur le corps et ce que vous faites, et ça à la série près, à la rep près, au pourcentage près. Et c'est vraiment très important d'être alerte à ça. Donc je pense que pour moi, ce serait vraiment le number one, tu vois. En tout cas, à mon sens. Ensuite, bah forcément, il y a tous les aspects non spécifiques de l'entraînement à FA. Donc tout ce qui est forcément travail accessoire, travail dans toutes les amplitudes, travail de renfort et tout. Ça, à mon sens, c'est aussi très important, surtout en réhab. Mais il faut faire hyper attention parce que
le travail, j'allais faire un post justement dessus dans les semaines à venir. Euh, le travail d'assistance, oui, est primordial et je le dis tout le temps sur les réseaux sociaux. Par contre, un travail d'assistance bien mené peut te permettre de performer, mais un travail d'assistance mal mené peut t'amener au crash complet. Euh, Si c'est pas fait correctement, ça peut t'amener des douleurs, ça peut t'amener des blessures, parce que tu mets des surcontraintes sur des endroits qui sont déjà surcontraints. Donc en fait, tu peux clairement flinguer un athlète avec un travail d'assistance mal mené. Bon, en gros, tout ça, c'est genre la prog. Et ensuite, forcément, j'initie et j'éveille mes athlètes à tout ce qui est récupération au sens large. Donc, sommeil, stress, alimentation. euh, Ça, c'est vraiment, vraiment, vraiment la base. Et ensuite, une fois que tout ça s'est mis en place et c'est bien compris, je viens chercher dans le détail. Mais par contre, euh, je enfin, je m'assure que tout ce qui est entraînement, récupération, alimentation, c'est bien calé avant. Je suis vraiment 100% d'accord avec toi et j'ai exactement la même vision. La gestion de la prog, de la planif, c'est le numéro un. T'as beau vouloir faire tous les exos de relâchement, machin, de renfort, de mobilité, de neuro, de ce que tu veux pour pas être blessé, pour améliorer tes blessures, machin. Si ta prog, si ta planif, c'est n'importe quoi, que tu fais des RPE10 tous les jours, enfin, ça ira jamais. Donc vraiment, la planif, je te rejoins 1000 fois, c'est genre le numéro un. Si les personnes veulent durer dans le temps, c'est la planif, la prog. Comment tu périodises les choses, c'est vraiment le numéro un. Je suis 1000 fois d'accord. Et ben, je fonctionne exactement comme toi. Euh, J'aime exposer mes athlètes à un maximum de variabilité. Par contre, bah, évidemment, il faut que ce soit bien fait. Faut que ce soit bien fait. Tu vas peut-être pas mettre 15 séries de presse 3 jours avant une compète, tu vois. Tu vas peut-être, si tu mets du volume sur un truc, tu vas peut-être le faire en hors saison, plus que, tu vois, proche d'une compète, etc., etc. Et tout ce qui est récup, ben, moi qui travaille beaucoup avec la neuro, ça joue de ouf, comme je te disais tout à l'heure. Si ton système nerveux est toujours haut, 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 à un moment donné, ça va se cracher. Et ben, pour le coup, je fonctionne exactement comme toi. J'ai rien à rajouter de plus. Je suis 1000 fois d'accord. Et puis après, forcément, tu vas chercher dans le détail. Et, j'ai une question sur la technique. Est-ce que pour toi, la qualité d'un lift, euh, elle va, que la qualité soit bonne ou pas, est-ce que la qualité du lift, c'est un facteur, selon toi, d'augmentation du risque de blessure ou pas? C'est hyper difficile de répondre à ça et j'ai envie de te répondre oui, mais pas oui, dans le sens où il faut que tu squattes high bar, dos droit, bien, et que tu fasses du terre, dos creux. Enfin, genre, une bonne technique n'est pas forcément une technique qui est jolie. Mhm. Et ça, je le vois beaucoup avec mes athlètes. Une bonne technique, c'est une technique qui est efficiente et qui te permet de performer sans douleur et sur le long terme. C'est en ça que, pour moi, oui, une bonne technique te permet de prévenir des blessures. Mais pas parce que ta technique, elle est Instagrammable. Ok. Et je rebondis juste ce que tu viens de dire, enfin sur ce qu'on disait avant, sur tout ce qui était variabilité et la technique. J'ai un athlète. Alors moi, je te rejoins sur le fait que forcément, si ta technique, elle est efficiente, pas forcément Instagrammable, mais efficiente, tu vas avoir moins de chances de te blesser. Mais par contre, je suis plus ou moins d'accord avec ce que je dis parce que, tu vois, j'ai un athlète, j'en parlais avec je sais plus qui l'autre fois. J'ai suivi un athlète qui avait des petits problèmes de dos, qui s'était fait super mal et tout, parce que, en fait, en déménageant, il a déplacé des meubles et tout, et il s'est fait super mal. Et il comprenait pas pourquoi il s'était fait mal en déménageant, en déplaçant des meubles, parce qu'il avait un terre à 280. Et en fait, il comprenait pas parce que sur ses lifts, il avait jamais aucune douleur, tout allait bien. Et en fait, c'est quelqu'un qui est très technique, très carré tout le temps, tout le temps. Il n'y a jamais une défixation, il n'y a jamais rien du tout. Et dans ses procs, en fait, c'est quelqu'un qui est hyper spécifique tout le temps, tout le temps, tout le temps. Il s'expose à de la variabilité absolument jamais. Il fait jamais de... Enfin, les accessoires, c'est jamais... Enfin, c'est vraiment très, très peu, quoi. Et en fait,
Il me disait, mais je comprends pas, j'ai un terre à presque 300 qui est hyper carré, il est quali, ma technique, elle est droite, il n'y a rien à redire, tous mes mouvements sont OK. Mais par contre, je déplace un putain de meuble à 30 kilos dans mon déménagement et je me fais mal. Mais j'étais là, mais en fait, c'est pas étonnant. Ton corps, il sait faire qu'une chose, il sait faire que de la flexion-extension, toujours dans le même plan, avec à chaque fois les mêmes contraintes qui s'exercent pile aux mêmes endroits sur ton corps, etc., etc. Toujours, il n'y a jamais... enfin, c'est hyper standardisé, hyper spécifique, et le jour où il fait autre chose dans sa vie quotidienne, bah là, il est flingué. Mais en fait, bah, c'est pas étonnant. Donc oui, une technique efficiente te permet de prévenir, entre guillemets, le risque de blessure. De blessure à l'entraînement. Oui, oui, voilà, c'est ça. Oui, oui. Mais, Et, mais par mais contre, surtout pas sur le reste. Enfin, ouais, pas c'est ça. forcément sur le reste. Ouais, c'est exactement ça. Donc, comme on disait, une technique efficiente, ça te permet de prévenir le risque de blessure à l'entraînement, comme tu dis. Mais par contre, mettre en place de la variabilité sur des hors-saison, là, ça t'évitera davantage le risque de blessure un peu à la con, que ce soit sur un entraînement, sur un mouvement que tu maîtrises pas du tout, un mouvement nouveau, ou dans ta vie de tous les jours. Donc, tu vois, je te rejoins, mais en fait, bah, il faut toujours faire bien les choses et quand tu mets en place de la variabilité, bah, au final, c'est important, il faut juste bien le faire, quoi. Donc, Et je te c'est rejoins. plus compliqué que ça. Et tu vois, genre, quand je suis au CAB, alors moins en FA, mais parce que les gens sont plus alertes à ça, j'ai l'impression. Mais quand je suis au CAB, j'explique vraiment à mes patients qu'en fait, ils se sont fait mal au dos. Très bien, on va renforcer leur dos, c'est pas un souci. Mais par contre, il va refalloir chercher de la flexion, même si eux, ils en ont peur. Parce qu'en fait, euh, l'objectif, c'est pas de ramasser un stylo comme ils ramassent 150 kilos. Tu ramasses pas ton stylo, tu ramasses pas un truc par terre, comme quand tu fais un soulevé de terre à 100, 150 kilos. Genre, c'est pas du tout la même chose et ton corps ne le gère pas pareil et il ne doit pas le gérer pareil. Parce que si tu es tout le temps en flexion et que enfin, si tu es tout le temps en neutre et que tu vis en deadlift, forcément, le jour où tu vas sortir de ça pour X ou Y raison, tu vas te faire mal simplement parce que ton corps n'est pas conditionné à ça. Ouais, je te rejoins et c'est exactement ce qui s'est passé avec cet athlète-là qui avait un terre hyper carré avec une technique vraiment rien à dire. Mais par contre, sur un mouvement de déplacement de meubles ou de machine à laver, je ne sais quoi, il s'était jamais mis dans ces positions. Et forcément, même s'il y a que 30 kilos, entre guillemets, bah forcément, il se blesse parce que son corps, il avait jamais fait ce mouvement-là. Et comme tu le dis, un athlète qui se fait mal au dos, on va chercher à retrouver par exemple de la flexion. Et bien souvent, il y a des gens qui cherchent du coup à éviter le mouvement, tu vois. Genre, je me suis fait mal en flexion, on va plus y aller, on va pas aller chercher la flexion, sauf que dans ta vie de tous les jours, déjà, tu fais de la flexion, de l'extension tout le temps. Et donc, si tu cherches à éviter absolument le mouvement au maximum, un jour, forcément, tu vas mettre en place de la flexion. Et là, bam, ça va pas aller parce que ton corps, il n'aura pas été préparé à ça. Non, non, mais clairement. Et tu vois, j'ai eu, enfin, c'est pas moi qui l'ai eu, mais j'ai un collègue à moi qui a eu un patient qui, le gars vivait littéralement en deadlift. Genre, pour se pencher en avant, il faisait un deadlift. Et il ne savait pas faire autre chose que ça. Parce qu'en fait, il a été conditionné toute sa vie à se... Et on lui a dit, oui, il faut pas faire de la flexion, il faut pas faire de la flexion, tiens-toi droit, tiens-toi droit. Et en fait, il ne faisait plus ça. Et justement, il venait pour des douleurs de dos. Et à partir du moment où on a réussi progressivement à lui faire faire de la flexion sans qu'il vienne forcer comme un malade RPE10 sur ses abdos, et ben en fait, là, il a réussi à avoir moins de douleurs et c'est en retrouvant du mouvement de la flexion, de l'extension, de la rotation que ces douleurs se sont apaisées. Donc, oui, c'est important d'avoir une technique qui est correcte, efficiente, qui ne défixe pas et de ne pas faire un Jefferson curl quand tu fais un deadlift. Mais, à contrario, c'est important d'être capable de faire tous les mouvements. Et à mon sens, le problème avec les athlètes qui ont des techniques beaucoup trop lean, c'est qu'en fait, à partir du moment où ils vont sortir de ça, il y a un risque le plus important de blessure. Donc, il va falloir aussi les conditionner à plus de flexion ou à plus de mouvement ou à plus de détérioration parce que, en fait, ça arrivera à un moment ou à un autre. Donc, autant prévenir ça et les conditionner, même si tu leur dis pas c'est pour te prévenir des blessures le jour où tu feras de la merde, ça ne va pas marcher, ils ne vont pas le faire.
mais toi, tu leur mets des exos et tu leur dis c'est pour renforcer ci, c'est pour renforcer ça, de manière à ce que toi, tu sais que si jamais un jour il sort de son pattern, et ben ça se passera bien. Ouais, je suis tout à fait d'accord. Et de toute façon, ça arrive peut-être pas tout le temps, mais ça arrive à un moment donné. Tu vas Arrivera. sortir de ton pattern pour X ou Y raison, parce que aujourd'hui, tu lifts sur un tapis rouge alors que d'habitude, il est noir. Enfin, c'est des trucs qui peuvent carrément jouer. Et tu vas sortir à un moment donné, ne serait-ce que 1 centimètre de différence. Franchement, ça joue de ouf. Tu le vois sur un bench, tu bouges un demi-doigt, ça y est, les repères sont hyper différents. Donc, ouais, tu vas sortir à un moment donné. Et comme on le disait tout à l'heure, enfin, comme tu le disais, en fait, c'est une histoire de gestion correcte de la planif, en fait, entre être spécifique sur un mouvement, hyper spécifique pour avoir une technique efficiente, machin, machin, faire ton comp correctement, etc. Et mettre en place de la variabilité pour essayer de prévenir, entre guillemets, au maximum. Et ça, c'est des trucs qui doivent se gérer correctement par le coach, en fait. Tu peux pas le faire ça tout seul si tu es un athlète. Tu vas, à un moment donné, si tu t'y connais pas en planif, en périodisation, etc., tu vas faire un peu de la merde, entre guillemets. Et c'est le travail, c'est tout le travail du coach, en fait, de gérer cette balance entre l'hyperspécificité d'un mouvement qui doit être importante, mais aussi la variabilité maximale que tu peux mettre sur une planif par rapport à la hors-saison, les périodes de comp, etc., etc. Mais même de manière générale, si tu es coach, c'est bien d'avoir un coach pour ta programme. Enfin, ça t'apporte du recul. Et moi, je sais que par exemple, bon, au départ, j'avais pas toutes ces connaissances en planif et tout, donc forcément, j'ai direct pris un coach en FA. Mais maintenant, je ne me verrai pas sans coach en FA. Genre, simplement parce qu'en fait, je sais que si c'est moi qui fais ma prog passera en arrière-plan. Donc en fait, je préfère payer quelqu'un pour faire ma prog et faire un truc de carré plutôt que moi, je me fasse un truc à l'arrache. Et la plupart des coachs, genre, c'est ça, tu vois. Mais je te rejoins fois 1000. Moi, c'est pareil. Et des fois, on m'a souvent demandé, mais pourquoi tu as un coach alors que tu es coach? Même pour certaines de mes réhab, des fois, ça m'est arrivé de me faire mal au dos, etc. Mais je prends direct quelqu'un parce que déjà, quand tu as fait tous les procs de tes athlètes, que tu as analysé des vidéos, machin, t'as pas envie de faire ça sur toi, la flemme, tu es fatigué, donc tu te fais un truc un peu bâclé. Et en plus, même quand j'essaie de me faire une proc qui est bien, machin, qui est adaptée à moi, des fois, à l'entraînement, en fait, je fais mon compte bench et je me casse. Je fais même pas les back-off, les renforts et tout parce que flemme, ça me saoule. C'est des exos que j'aime pas et tout. Je les fais pas, je me cache, je fais que ce que j'aime bien. Au final, je progresse trop mal. Alors que je sais que si je paye quelqu'un, déjà, j'investis de l'argent. C'est quelqu'un qui me demande de faire ça. Je réfléchis pas sur le pourquoi il me demande, machin. Je fais confiance et je suis et point. Alors que exactement comme toi, si c'est moi qui me fais mon truc, déjà, je vais passer après tous mes athlètes et je vais avoir la flemme, je vais bâcler. Et après, même si je me fais un truc adapté, en fait, je vais me dire flemme, c'est bon, j'ai de compte à rendre à personne en plus, j'ai pas de vidéo à envoyer, machin. C'est bon, je le fais pas. Alors que avoir un coach, en fait, ça te permet de te retirer cette espèce de charge mentale, entre guillemets, tu vois. Au moins, tu as un regard objectif sur ton truc, tu te poses pas 1000 questions sur est-ce que là, je pourrais faire mieux, je pourrais faire autrement, machin. Non, il y a quelqu'un qui gère pour toi et c'est très bien. Et ça enlève une grosse charge, je trouve, d'avoir un coach quand tu es coach toi-même, en fait. Ah oui, mais de ouf, de ouf. Mais moi, franchement, c'est primordial. Là, j'autogère mes réhab, mais je dis mes réhab, mais là, actuellement, j'en ai qu'une. Mon dos, ça va mieux. Mais même si je les ai autogérés, bah forcément, j'ai demandé des retours à des collègues à moi, tu vois. Parce que simplement pour avoir leur avis extérieur et mieux gérer, quoi. Mais en plus, quand c'est toi-même, comme on se connaît, enfin, on ressent des trucs dans notre corps et des fois, je saurais pas comment le formuler, mais des fois, genre, tu vois, j'ai genre un bras qui monte avant l'autre au bench, genre, je vais me dire, ah, mais c'est peut-être parce que ça, enfin, je vais chercher vraiment le truc de ouf alors que ça va pas du tout être ça. Ça va être un truc complètement technique, un leg drive qui a foiré, genre. Et en fait, moi, je vais chercher le petit truc, ouais, mais là, en fait, j'ai mal dormi et nanana. Alors, ça peut être ça, mais bien, bien souvent, on cherche trop et c'est pas du tout. En fait, c'est hyper dur d'être
objectif par rapport à soi, en fait, quand on se connaît vraiment trop, je trouve. Mm. Bah, après, c'est dur, mais moi, je sais que du coup, j'arrive grave, enfin, avec le temps, j'arrive grave à prendre du recul. Du coup, j'arrive de plus en plus à me concentrer sur l'essentiel et juste, je fais le taf. Bah, j'ai mal dormi, ok, je vais essayer de faire le taf du mieux possible et on verra ce que ça donne. Et la plupart du temps, en fait, finalement, de manière générale, si tu es coach ou si tu es athlète, euh, si tu te donnes les moyens de faire les choses, c'est pas une nuit de sommeil qui va flinguer ton truc, ou c'est pas parce que tu as moins bien mangé à midi que forcément ça va flinguer ta séance. Si forcément tu te dis que ça va que ça va flinguer ta séance, oui, ça va le faire. Si tu pars du principe que ta séance est foutue parce que tu as mal lacé tes lacets, oui, bah, ça va très mal se passer. Mais par contre, si tu essaies de faire abstraction de tout ça et que tu te mets dedans, et ben globalement, la plupart du temps, ça se passe très bien. De toute façon, si tu attends les conditions optimales pour faire ta séance, au final, tu la fais jamais parce qu'il y aura toujours un truc, il y aura toujours un stress, un truc que tu auras, enfin, une diète que tu auras pas respectée de ouf, tu auras sauté un repas, tu auras dormi 3 heures en moins. Si tu attends les conditions optimales pour t'entraîner correctement, tu t'entraînes jamais au final. Donc, il faut faire avec les contraintes du moment et le contexte, quoi. Clairement, il faut essayer de faire le mieux possible et faire avec ce qu'il y a aussi, quoi. Tout à fait. Écoute, je vais terminer cette vidéo. Ça fait une petite heure qu'on discute. Si tu avais un conseil, alors on l'a plus ou moins dit dans notre discussion, mais à donner aux athlètes, aux coachs qui nous écoutent sur comment... alors je suis complètement OK avec toi, la prévention, ça excite absolument personne. Euh, mais si tu avais un conseil à donner aux athlètes qui nous écoutent sur comment, on va dire, durer dans le temps dans ton sport, dans ta FA par exemple, comment durer dans le temps au maximum. Qu'est-ce que tu pourrais donner comme conseil? Je dirais en number one, on l'a déjà dit, mais une planif optimale qui n'est pas trop, mais qui n'est pas assez et qui n'est pas assez et qui te permet de progresser sans forcément te cracher et d'avoir des douleurs partout. En deuxième lieu, je dirais faire attention à ta technique et mettre en place une technique qui est optimale et efficiente pour toi, mais qui n'est pas forcément Instagrammable. Et ensuite, je dirais bah, tout ce qui est récupération, alimentation, la santé, la base, quoi. C'est vraiment, à mon sens, les trois piliers qui te permettront, enfin, qui permettront aux gens de manière générale de durer sur le long terme. Tu les hiérarchises, les piliers, ou pas? Ou s'ils sont les trois au même endroit? Ou genre, est-ce que la planif est plus importante que la Moi, la santé? planif est plus importante que la technique et la technique est plus importante que la récup. Ok. Alors, les trois ont leur importance, mais Euh, à mon sens, tu peux avoir la technique et l'alimentation, la technique et la récup, mais si ta planif est éclatée, ben en fait, ça va pas le faire. Si tu as une planif éclatée, si t'as une bonne planif, mais une technique éclatée et une bonne récup, ça peut passer. Et il y a plein d'athlètes, ça passe pendant très longtemps. Et si tu as une bonne planif, une bonne technique et une récup éclatée, ça peut passer pendant un moment aussi. Donc, à mon sens, genre vraiment, s'il n'y a pas la planif, il n'y a rien. Ok, moi de mon côté, je mettrais, enfin, comme tu les as formulés, la récup en premier. Alors, je l'appellerais pas comme ça, je l'appellerais ça plutôt santé, système nerveux, tu vois, parce que si, enfin, si, forcément, la planif, elle est hyper importante, mais je pars du principe que si t'es pas le plus en santé possible dans ta vie, forcément, la planif, tu vas pas pouvoir la suivre. Et tu vois, je fais le lien avec tout ce que je vois en euros. Je reçois beaucoup d'athlètes qui ont des problématiques, par exemple, de pieds, d'œil, de réflexes mal intégrés, etc. Et en fait, ils ont une planif, ils la suivent, tout va bien, mais il y a toujours des problèmes techniques sur les lifts. Mais en fait, si le système visuel il fonctionne pas bien, bah du coup, ton lift, il peut pas être efficient, tu vois. Après, c'est un autre sujet, c'est plutôt tout ce qui est neuro, posturaux. Mais je mettrais, après,
au final, ça revient à parler de prophylaxie, tu vois, et ça parle pas forcément aux gens. Et des fois, j'ai plein d'athlètes qui viennent me voir et qui me disent: «Oh, je viens te voir parce que, j'ai mal là, machin, machin». Et un an avant, j'ai vu ce petit problème technique chez eux, enfin, problème technique neuro, tu vois, genre un shift au squat qui vient d'un RA mal intégré, par exemple. Et j'ai pu leur dire: «Ah, ce serait bien de travailler sur ça parce que ça va te poser problème à la longue». Mais en fait, sur le moment, ça leur pose pas problème, donc ils s'en foutent, bah, ce que je peux comprendre. Mais un an après, ils viennent me voir: «Ah, parce que du coup, mon shift et ben, du coup, je commence à avoir des douleurs et cetera et cetera. Au niveau de mon livre, je progresse pas». Bah, ouais, mais gros, si on avait réglé ça avant, aujourd'hui, tu serais pas venu me voir. Mais bon, après, c'est tout ce qui est, prophylaxie, du coup, ben, comme tu as pas le résultat direct, ça va pas parler aux gens et ils vont un peu s'en foutre, tu vois? Donc ça Je suis d'accord et pour moi, je l'ai mis en dernier dans le sens où tout ce qui est alimentation, prévention, etc. euh, pour moi, je le vois vraiment comme une balance, tu vois, entre ce que tu fais en termes de contraintes et ce que tu fais pour récupérer. Et si tu mets plus de contraintes, il va forcément que tu en fasses plus pour récupérer. Mais en fait, au bout d'un moment, genre, il arrive à un moment dans ta vie où les journées font 24 heures. Donc en fait, tu ne peux pas en faire plus pour récupérer si tu mets trop de contraintes. Donc c'est à mon sens là aussi que la programmation et la planification est le pilier central de tout ça. C'est que c'est le premier, c'est vraiment littéralement le premier truc et le truc le plus simple sur lequel tu peux agir. Plutôt que de te dire, vu qu'en fait j'en fais trop, j'augmente, bah, des fois, la plupart du temps, tu peux juste pas augmenter. Donc en fait, au lieu d'augmenter ta récup et d'augmenter tout ce qui te permet d'apaiser le reste, en fait, juste tu descends ta planif. Et c'est hyper flagrant avec une athlète à moi que j'ai récupérée il y a quelques mois maintenant. Je sais pas si elle écoutera ce podcast ou pas, elle a ouvert sa pizzeria. Donc en fait, elle gère tout avec son copain. L'ouverture d'un business de restauration, donc autant te dire qu'au niveau horaire, c'est une catastrophe. Au niveau fatigue, c'est une catastrophe. Et elle voulait absolument s'entraîner 5 fois par semaine. Et en fait, elle avait des douleurs, elle s'en sortait pas, elle était fatiguée, elle n'arrivait pas à finir ses entraînements. Et en fait, la première chose qu'on a fait, c'est diminuer. On a diminué à 4, on a diminué à 3. Et depuis qu'on est à 3, on retrouve une progression. Et en fait, la plupart du temps, il suffit pas d'en faire plus pour progresser. Des fois, il suffit d'en faire moins pour que ton corps récupère mieux. Je dis souvent ça, ben, surtout, moi qui travaille beaucoup avec, les réflexes archaïques, je dis souvent et en France, on est les champions pour faire toujours plus quand on n'arrive pas à faire un truc, mais je dis souvent que des fois, la solution pour progresser, c'est pas de faire plus, c'est juste de lever les contraintes qui limitent un athlète, donc c'est de retirer pour au final faire mieux. Tu vois, un exemple que je donne souvent, un athlète qui a des problèmes de grippe sur son terre, c'est un truc que je vois assez souvent. Alors, c'est pas forcément lié toujours à la même, problématique, mais des fois, je rencontre des réflexes d'agrippement mal intégrés. Ben, souvent, ces athlètes, en fait, ils ont des problèmes de grippe et du coup, leur coach, il leur donne du travail de grippe, ce qui est complètement pertinent, tu vois? Mais ça va toujours pas mieux, voire ça s'empire et à ce moment-là, les coachs, ils donnent encore plus de travail de grippe, mais ça va toujours pas mieux et donc comme ça va toujours pas mieux, ben, on va se dire: «Bah, on va en donner plus, tous les jours chez toi, tu fais du travail au niveau, de l'avant-bras, de la main, machin, machin», mais ça va toujours pas mieux et en fait, ce qui se passe, c'est que comme ils ont un RA mal intégré au niveau, de l'agrippement, mais en fait, ce que moi je fais, c'est que je leur réintègre ce RA, tu vois? Et donc ce qui se passe, c'est qu'on retire des contraintes, OK? Pour que l'athlète, en fait, il puisse performer sur son truc. Donc en fait, on retire tous les renforts de grippe, machin, qui servaient vraiment à rien, qui mettaient son système nerveux encore plus en alerte pour qu'il puisse performer derrière, tu vois? Genre, c'est vraiment le fait de lever les contraintes qui limitent un athlète, lever tout ce qui va être freinateur pour lui permettre de faire mieux, derrière et là, c'est exactement ce que tu fais avec la prog, tu vois? Les contraintes, elles peuvent être liées à ce qui est, neuro, c'est ce sur quoi moi je travaille beaucoup, mais ça peut être lié aussi à ta famille. Alors je te dis pas de quitter, ta femme si tu es malheureux avec elle, il y a peut-être d'autres solutions à trouver avant, mais les contraintes, ça peut être, une prog qui est pas adaptée à ton taf, à tes horaires, machin, machin
Et ça, c'est trop bien que tu en parles parce qu'il y a plein de personnes qui pensent que si elles ne progressent pas sur un truc, c'est qu'il faut faire plus. Mais en fait, non, des fois, il ne faut pas faire plus, il faut juste faire moins. Et en faisant moins, bah, au final, tu arrives à faire plus. Après, il y a plein de gens qui pensent qu'ils s'entraînent de ouf, alors qu'en vrai, ils s'entraînent pas de ouf, hein. Il y a plein d'athlètes qui pensent qu'ils en font des tonnes, alors qu'en fait, ils font pas grand-chose. Donc là, oui, là, pour la plupart des gens, il y a juste besoin de faire un peu plus et de se sortir les doigts du cul. Désolée, mais c'est le cas. Mais oui, il y a des gens où, en fait, en faire moins, ça te permet de progresser. Je suis complètement d'accord. Mais après, des fois, bon, c'est un autre sujet, mais des fois, quand tu as l'impression que tu en fais déjà beaucoup alors que tu n'en fais pas du tout assez, peut-être qu'il va falloir chercher pourquoi tu as l'impression que tu en fais déjà beaucoup. Mais bon, c'est un autre Oui, sujet. mais je suis d'accord avec toi. Mais du coup, voilà. Ok, bah écoute, on a un peu débordé et tout, mais c'était super intéressant cet échange avec toi. Je suis ravie d'avoir pu échanger sur tout ça. Où est-ce que les gens ils peuvent te retrouver s'ils veulent regarder ce que tu fais ou travailler avec toi? Ben, principalement sur mon Insta, Margot Powerlift, Margot-du-bas Powerlift. Et de là, il y a mon nouveau site qui va sortir très bientôt normalement. Et sinon, euh, j'ai des stories à la une pour voir un peu comment ça se passe. Et sinon, en DM, c'est pas mal. Ok, eh ben écoute, je te remercie beaucoup d'avoir accepté de faire cet échange avec moi et puis je remercie tous les gens qui nous ont écoutés. Eh ben salut! Avec grand plaisir, bonne journée!